Hey, hey, hey les girls, bienvenue dans ce nouvel épisode du Sacré Podcast, l'épisode où on remet le « je » à sa juste place parce que je suis sacrée et je suis la personne la plus importante de ma vie. Oui, ce n'est pas être égoïste, non, c'est juste remettre les choses à leur juste place. Tu es la personne la plus importante de ta vie, tu es la personne avec qui tu devras toujours vivre ta vie. Qui vit ta vie? Toi uniquement. Qui t'entend penser à longueur de journée? Toi uniquement. Alors, c'est parti. Avec ce podcast, j'espère vous permettre d'avoir des clés, des outils pour vous permettre de vous sentir mieux, de vous kiffer, de kiffer la vie et de vous épanouir, de vous autoriser à être vous, pleinement vous, dans tous les aspects de votre vous, dans tous les aspects de votre vie. Parce que vous savez, la vie ne se vit qu'une fois. Tu vivras plein d'expériences dans ta vie, mais l'expérience de la vie, on ne la vit qu'une fois. Alors, comment as-tu envie de vivre ta vie? Coucou à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode, dans ce nouveau Sacré Podcast. Je ne suis pas toute seule aujourd'hui, je suis en compagnie d'Élise, que je suis ravie de recevoir dans un nouvel épisode, puisqu'on a déjà fait un premier podcast ensemble. Donc bienvenue Élise. Merci. Donc la dernière fois on avait parlé de plutôt le burn-out, hypersensibilité. Et là aujourd'hui je te reçois pour qu'on parle, on va dire ça cache comme ça et puis on précise après. On va parler en fait du fait d'avoir un enfant différent, qui rentre pas dans une case standard, dans le moule et qui à l'école en plus, il y a peut-être eu des choses avant l'école d'ailleurs, tu vas nous raconter, mais du coup va se rencontrer en difficulté parce que le milieu va pas être adapté en fait à lui. Et puis je pense que de toute façon même dans la vie personnelle, la vie familiale, etc., ça impacte aussi beaucoup de choses. Donc son fils, je donne le nom ici comme ça dès le début, vous savez, on va parler donc de TDA, donc trouble de l'attention, on va parler hyperactivité, hypersensibilité, comment gérer, j'aime pas ce mot mais bon il me vient comme ça, donc voilà, c'est très flow aujourd'hui. Tout ça, comment le vivre, comment l'accompagner au mieux aussi, comment ne pas avoir d'émotions trop fortes par rapport à tout ça. Donc c'est parti, je vais laisser Élise se présenter d'abord en quelques mots. Pour ceux qui n'auraient pas écouté le premier podcast, dis-nous tout sur toi. Enfin, ce que tu veux bien partager. Je vais bientôt avoir 38 ans, je suis infirmière, maman de 2 enfants. Léo qui va bientôt avoir 10 ans et Elsa qui va bientôt avoir 7 ans. Voilà. Ok. Et donc on va parler plus de Léo. Ok. Donc comment tout ça... s'est manifesté à quel moment déjà tu as vu que Léo était, on va dire, différent? Le souci c'est que Léo, en fait, je m'en suis pas rendu compte dès ses premières années. Avec le recul, c'est parce que c'est mon premier enfant, en fait. Donc j'avais pas d'éléments de comparaison avec un autre enfant, forcément. Mais quand j'y réfléchis, déjà bébé, il était très très agité. J'étais obligée de le tenir fermement sur la table à langer pour lui changer ses couches. Il s'est énervé, je voulais l'allaiter, pour moi c'était très important, j'ai jamais réussi à l'allaiter parce qu'il s'énervait sur mes seins, ça n'allait pas assez vite, il n'arrivait pas à se nourrir, du coup on est très vite passé au biberon et c'était le premier échec que j'ai vécu avec lui, c'est ça, j'ai raté l'allaitement maternel, j'en ai beaucoup pleuré, c'était le premier échec, j'ai pas trop compris pourquoi, mais je pense qu'il s'énervait trop, ça n'allait pas assez vite, voilà. Et après en grandissant, il allait en nounou. La nounou, il avait du mal à dormir dans une chambre isolée et il n'a jamais réussi à dormir. Il faisait sa sieste sur le canapé chez la nounou à côté d'elle parce qu'il supportait pas d'être seul dans une pièce. Chose qui a duré très très longtemps encore. Et on se sent responsable, on se dit c'est notre éducation, on fait pas bien. Tout le monde donne de bons conseils, que ce soit la famille, les amis, tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça, et nanani, nanana. Mais en fait, nous, tout ce qu'on veut, c'est dormir la nuit, c'est que tout le monde aille bien, enfin voilà. Parce qu'il faut savoir que Léo, quand il était petit, qu'il était encore dans sa turbulette, il se mettait debout dans son lit à barreaux, et il pleurait à s'en faire vomir quand même. Donc tous les soirs, il vomissait tout son repas dans son lit. À moitié par terre, à moitié dans le lit à barreaux, parce qu'il ne supportait pas d'être seul. Donc on a traversé des moments très très difficiles avec mon mari, on s'est disputé aussi énormément. Notre couple a failli se casser plusieurs fois, parce qu'on n'était pas d'accord sur la façon de faire avec lui.
Et on a failli se quitter plusieurs fois à cause de lui. Mon mari travaille beaucoup, il a des responsabilités à son travail, il travaille beaucoup, il rentrait tard le soir. Et il y a des moments où il me l'a carrément dit, il voulait plus rentrer à la maison. Parce que c'était devenu trop pesant. C'était devenu pesant pour tout le monde. Et voilà, on voulait pas de cette vie-là, quoi, tout simplement. J'ai des frissons d'entendre parler. Je me dis... C'est que je rebondis un peu là sur ce que tu disais, tout le monde donne de bons conseils, mais en fait, c'est très gentil, ça part d'un bon sentiment, mais personne ne vit, en fait, ce que toi ou ce que moi j'ai pu vivre avec mes enfants, personne ne vit avec nous, en fait. Donc, personne ne peut se rendre compte de ce que notre quotidien, au quotidien, c'est-à-dire qu'il y a le voir ponctuellement une fois, il y a le vivre, comme tu disais, tous les soirs, s'il se fait vomir tellement, il se sent mal d'être seul, il en pleure. Tu vas, je sais pas, humainement c'est très compliqué de se dire je le laisse comme ça et puis juste je le prends pas avec moi parce qu'on dit qu'il faut qu'il soit dans sa chambre. Et dans un couple c'est très dur, j'ai jamais compris d'ailleurs qu'on dise qu'un enfant puisse ressouder un couple parce que je trouve que justement les enfants mettent à rude épreuve notre couple. Tout à fait. Parce qu'on a avant d'avoir des enfants c'est tout beau tout rose, hein. On a plein de on fera comme ça, on a telle éducation et puis l'enfant il arrive avec toute sa personnalité, son caractère, son être, puis alors là il vient tout chambouler. Et tout le monde doit s'adapter, en fait, on est obligé de créer un nouveau schéma de vie, en fait. Ouais, faut s'adapter. Voilà, c'est ça. Faut s'adapter en permanence, et franchement, le métier de parent, c'est le plus dur métier du monde. Et puis là, il est encore bébé, donc lui, en plus, on peut pas lui demander de s'adapter à cet âge-là. Tout le monde disait, laisse-le pleurer. Oui, laisse-le pleurer. Sauf qu'il se faisait vomir à chaque fois, donc pour retrouver mon enfant endormi dans son vomi à force d'épuisement, allez, je l'ai fait 2 ou 3 fois, après j'ai arrêté, quoi. Franchement, c'est juste inhumain, quoi. C'est pas possible pour une maman des trucs pareils. Donc il a dormi, pour pas qu'il dorme dans notre lit, il dormait dans notre chambre. Donc il avait un petit matelas par terre, donc il était à côté de moi, et on a dormi comme ça pendant des années parce que je voulais plus traverser toutes ces crises, quoi. C'était trop éprouvant pour lui, trop éprouvant pour moi, et j'ai beau écouter les conseils de tout le monde, je savais très bien que c'était de la souffrance. C'était pas du caprice, vraiment, c'était pas du caprice, c'était de la réelle souffrance. Parce que je pense qu'en tant que maman, faut savoir écouter son cœur, et faut arrêter d'écouter les autres, quoi. Mais je pense que c'est ça, c'est très juste ce que tu dis. Si vous êtes jeune maman ou maman, ou pas encore en tout cas, ou peu importe en fait, c'est vraiment écoutez-vous, vous savez ce qui est bon pour vous et vous savez ce qui est bon pour vos enfants et vous vivez au quotidien avec et les pleurs on les reconnaît. À un moment donné on sait que quand ça va pas, quand c'est du pleur pour attirer l'attention ou comme tu dis du pleur de souffrance, quoi. C'est pas les mêmes pleurs, c'est pas la même intensité, en tant que maman déjà en plus je pense qu'il y a vraiment un lien qui nous unit et puis on vit avec l'enfant donc on sait ça, quoi. Et en plus en tant qu'hypersensible, pour ceux qui ont écouté l'épisode d'avant, c'est très très compliqué. Moi je l'ai découvert avec mes enfants, mais déjà quand c'est les enfants des autres, hein, mais rien que là de t'entendre parler, tu vois, ça monte. Comment dire, c'est les pleurs, pour moi c'est un poignard dans le cœur, quoi. Tout à fait. Donc moi c'est pareil, j'ai jamais pu, quand on m'a dit mais il faut laisser, pour ma fille qui a eu des problèmes de sommeil, etc., mais ça refera l'objet d'un podcast, mais j'en ai déjà parlé sur mes réseaux, on m'a aussi dit mais laisse-la pleurer, elle va finir par... Mais non, c'est pas possible en fait. Non, et comme tu dis, à un moment donné, de toute façon, la solution, déjà on veut pas les faire souffrir, et puis comme tu as dit au début aussi, à un moment donné il faut dormir. Ouais. Parce que comme on l'a dit dans le précédent podcast, prendre soin de soi c'est important. Et en fait, le sommeil, c'est ce qui nous permet de ne pas être sur les nerfs, de ne pas avoir une charge émotionnelle qu'on ne maîtrise plus. C'est le serpent qui se mord la queue après, hein, de toute façon. Ah ouais, et puis je pense, honnêtement, pour l'avoir vécu, le manque de sommeil, je pense qu'il n'y a rien de pire. Non, franchement, il n'y a rien de pire que ça. Ouais, je pense que c'est vraiment le truc, quand on manque de sommeil, et ça nous... Moi, j'avais l'impression, au fur et à mesure que je manquais de sommeil, de me transformer. De plus être moi, je me reconnaissais plus, quoi. On est méchants. Ah ouais, c'est les nerfs. On devient méchants, ouais. Moi, je veux vraiment pour vous déculpabiliser et tout. Moi, j'ai eu un épisode, je me souviens, je suis allée réveiller mon mari et je lui dis, faut que tu t'occupes de la petite parce que franchement, je vais la secouer, quoi. C'est horrible de dire ça, là. Je me dis, mais comment je peux dire ça? Et en même temps, je veux le dire parce que je veux pas que les femmes qui vivent ça, tu vois, culpabilisent. Mais à un moment donné, quand on manque de sommeil,
bah trop c'est trop. Et là c'est bien de savoir demander de l'aide, de prendre du relais, et puis de lâcher prise quoi. À un moment donné, si on dort avec, on dort avec. Enfin moi, j'ai dormi avec ma fille plusieurs fois. Bon bah maintenant elle dort dans son lit, tout va bien quoi. Je veux dire, ton fils il dort dans son lit aussi. Faut arrêter de culpabiliser. Hein. Voilà, on n'en fait pas des tanguis ou des je ne sais quoi avec tout ce qu'on nous dit. Il faut savoir les rassurer à un moment où ils en ont besoin et puis c'est tout. Hein. De toute façon, ils sont avec nous quoi, les 20 ans à tout casser. Après ils sont plus là. Hein, donc faut savoir en profiter aussi quoi. Hein, puis écouter les autres, c'est bon. Chacun fait ce qu'il veut à la maison. Quoi. Ouais, puis il fait comme il peut aussi. Parce que des fois, il y a entre ce que tu voudrais et puis ce que tu peux, quoi. Quand tu dis, comme tu dis, quand tu manques de sommeil, tu manques de sommeil, quoi. Carrément. Et juste, voilà, après, je te le laisse continuer, mais juste, le fait de pas avoir réussi l'allaitement et tout, à l'époque, tu l'as vécu comme ça, mais voilà, si vous êtes en train de vivre des moments comme ça, surtout, n'hésitez pas à vous faire accompagner, à en parler autour de vous, mais c'est pas un échec, en fait, c'est pas de votre faute, c'est comme ça, en fait. Tu vois, je sais que c'est difficile. Moi, je l'ai eu aussi pour mon fils. Et c'est que c'est toujours faire du mieux qu'on peut dans le bien des deux, en fait. Et si pour lui, l'allaitement, ça n'allait pas assez vite, ou c'était trop anxiogène, ou on ne sait pas, parce que cet âge-là, de toute façon, ils ne parlent pas, puis ils ne sont pas livrés avec un décodeur, et voilà, faut le faire. Et puis... Après, je sais pas si t'as allaité ta fille ou pas, du coup. Ouais, si, j'ai réussi ma fille. Mais j'étais beaucoup moins stressée. Donc, mais je pense qu'il y a ça aussi. Le premier, on est plus stressé, on veut très bien faire. Puis je trouve que... on revient après sur tout ce qui est pour Léo, les troubles, le TDA, etc. Mais juste une petite parenthèse, je trouve qu'on est, on est un peu coucouné, on est très dirigé, très drivé pendant 9 mois. Tu vois, hyper suivi et tout, jusqu'à l'accouchement. Puis après, t'as 1 ou 2 suivis, puis après, t'es un peu laissé comme ça. Et je pense que, alors moi j'accompagne beaucoup en coaching de mamans, justement sur ce trimestre en fait qui suit l'accouchement, pour éviter les dépressions, la culpabilité, la frustration, et puis tous ces épisodes, je fais quoi, je me sens impuissante, tout le monde me dit ça, mais moi je sens que ça me va pas, et voilà. Donc tout ça, c'était sa petite enfance, on va dire, hein, jusqu'à 2 ans, 2 ans et demi. Et vu que c'était on va dire, je vite remarqué qu'il était quand même différent, énormément besoin de bouger, tout ça, je l'ai mis dans une école. Je l'ai mis dans une école privée, internationale, pour pas donner le nom, qui prennent les enfants à partir de 2 ans et demi, même s'ils sont pas propres, parce qu'il avait tellement besoin de bouger qu'il s'ennuyait chez sa nourrice, il n'y a pas d'autre mot. Donc du coup, je me suis dit, je vais le mettre là-haut, même si financièrement, il fallait faire beaucoup d'efforts quand même, c'était très cher. Je me suis dit comme ça, voilà, il va s'épanouir, il va s'éveiller, enfin voilà. Et en fait, pas du tout. Les petits problèmes sont devenus des gros problèmes à l'école, tout simplement, parce que à la maison c'était des petits problèmes, mais à l'école il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup de bruit, il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Et mon fils, il est comme moi, il est hypersensible. Donc je vous laisse imaginer dans la petite tête d'un enfant qui est déjà pas bien, qui est très angoissé, qui est hypersensible. Il faisait des crises. Il faisait des crises à l'école, il me téléphonait sans arrêt pour que j'aille le rechercher. Il courait dans les couloirs partout, ils n'arrivaient pas à le rattraper, il tapait ses camarades. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est qu'il a pris une chaise pour taper sur la tête de ses camarades à la cantine. Alors à la cantine, je vous laisse imaginer le brouhaha que ça peut être une cantine. Donc je pense que dans sa tête, c'était un bazar pas possible et que lui, il n'arrivait plus du tout à s'en sortir dans sa petite tête. Son seul moyen de défense, c'était l'agressivité. Donc il est devenu agressif envers les autres, il tapait les autres. Il n'écoutait absolument pas du tout l'adulte, il était en conflit... C'était un jeu pour lui d'être en conflit, de dire non. Enfin, c'était vraiment difficile. Autant nous, on est arrivé à l'apprivoiser, entre guillemets, parce qu'on était ses parents. Alors les autres, là-haut, je peux dire, c'est vraiment une catastrophe. Donc à force de coups de fil, je me souviens une fois où j'étais chez le coiffeur, j'avais une couleur sur la tête. Et il a fallu que je reparte pour aller la rechercher, parce qu'il avait refait une énième crise. Enfin, je vous passe tous les détails. Il a vu que c'était une école privée, ils l'ont renvoyé. Hein. Vu que c'était le petit sauvage au milieu des petits bourgeois de Reims qui dérangeaient les parents, mais il a été envoyé du jour au lendemain, Léo. Il avait 4 ans. Donc renvoyer un enfant d'une école quand il a 4 ans, on se prend une grosse claque quand même, hein, vraiment. Donc on s'est retrouvés dans le public, alors que j'avais essayé de l'épargner, entre guillemets, de sa différence. Et puis finalement...
si vous avez un enfant différent, ils sont beaucoup plus épanouis dans le public que dans le privé. Parce que dans le public, tout est pris en charge. Ça prend du temps, hein. Faut faire un dossier à la maison, à la MDPH, pour reconnaître le handicap de votre enfant. En fait, il faut qu'il y ait un suivi avec un pédopsie. Ça prend du temps, mais ça se fait. Et il a eu une AVS. Il y a eu quelqu'un que pour lui, pour l'aider à l'école. On a déménagé, on a changé pas très loin, on a déménagé, donc il a changé plusieurs fois d'école. Il a eu une autre AVS. Toujours beaucoup moins d'agressivité parce qu'entre-temps, il a été mis sous Ritaline. Alors on peut me dire tout ce qu'on veut, hein, qu'on drogue ses enfants, tout ça, mais tant qu'on ne le vit pas, on ne peut pas se rendre compte. Donc franchement, la Ritaline, c'est pas la pilule miracle, mais vraiment ça aide. Ça aide énormément déjà à travailler à l'école, tout simplement. Tout simplement travailler à l'école, parce qu'il était tellement envahi par toutes ses pensées, tout le bruit qui se passait autour de lui, qu'il ne travaillait pas à l'école en fait. Son cerveau était trop envahi de toutes ses pensées. Et du coup, grâce à la Ritaline, à l'AVS qu'il a pu avoir, il s'est mis à travailler un peu à l'école, parce que avec tous ses soucis, il avait accumulé beaucoup de retard, on va dire au moins 1 an de retard. L'apprentissage de la lecture a été très 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 compliqué. Il avait besoin de lunettes, je m'en étais pas aperçue. Je m'en suis voulu vraiment très fort et je m'en suis aperçue au moment de la lecture. Donc forcément, quand on a des lunettes et qu'on a besoin, qu'on les a pas, forcément c'est difficile. Donc il y a eu les lunettes, il y a eu l'AVS, il y a eu la Ritaline, il y a eu l'orthophoniste. Mais tout ça, ça s'est mis en place sur des années. Hein. Ça se met pas en place du jour au lendemain. Orthophoniste, vous avez 1 an d'attente. Hein. Donc il en fait toujours d'ailleurs. Et à force, on y arrive. À force, on y arrive. Faut pas baisser les bras. Faut prendre comme ils sont. Et voilà, quoi. Enfin, c'est difficile pour moi, là. Franchement, j'ai les larmes aux yeux. Et c'est difficile. Justement, parce que du coup, toi, comment tu... Parce que tout ça, ça demande aussi beaucoup d'énergie. Toutes les démarches, déjà, c'est toujours un peu cette impression de devoir aussi se battre, aller chercher les choses... de l'adaptation aussi par rapport à lui, entre ce que tu disais, entre peut-être aussi le fait de je suis pas forcément pour les médicaments, mais en même temps sans le médicament c'est très difficile pour lui, ça va mieux avec, toutes ces choses là, comment toi tu fais pour les vivre au mieux au quotidien en fait et te préserver Ça fait des années que je suis sous antidépresseurs et je pense pas que je serais capable de les arrêter, tout simplement. C'est mes béquilles. Hein. Alors, je suis sous antidépresseurs parce que mon fils prend de la Ritaline. C'est un peu contradictoire, comme dirait mon médecin traitant, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, hein, faut faire avec. Pour accepter la situation, entre guillemets. Et donc ça, je m'étais arrêtée où il était à l'école de notre quartier. Et pareil, malgré qu'il travaille un petit peu, on va dire que ça allait le matin avec son traitement et en fin de journée c'était encore compliqué. Oui, parce que c'est beaucoup de... Déjà pour les enfants en général, on remarque qu'en fin de journée, en plus souvent quand ils viennent, il y a les décharges émotionnelles, ils sont très énervés parce que ça leur demande beaucoup de contenance en fait. Il faut qu'ils restent, faut rester assis, il faut écouter, il faut pas parler, c'est beaucoup de contraintes pour un enfant, pour tous les enfants déjà. Mais en plus Léo du coup qui lui a besoin de bouger pour assimiler les choses, pour se sentir bien, qui a besoin aussi de bouger parce que en fait il faut aussi savoir que c'est quand on pense beaucoup, comme il est sûrement hyper mental du coup. Bouger, ça lui permet aussi de squeezer un peu ses pensées, comme quand toi tu vas marcher, tu vas arrêter de penser, lui de bouger, de changer de place dans la classe, etc. Ça lui permet en fait. Et bouger, ça leur permet aussi de gérer leurs émotions. Mais on va lui dire, non, tu dois rester assis toute la journée. Donc lui qui a déjà du mal, le pauvre, à gérer ses émotions et ses pensées, en fin de journée, c'est déjà un enfant qui n'a pas ces troubles-là. C'est intense, donc là forcément c'est multiplié par 10 quoi. Ouais. Et du coup la directrice de cette école n'était pas très indulgente, on va dire, et on a eu plusieurs réunions. Le nombre de réunions, je pourrais pas vous dire. Hein. Et on a eu une réunion avec l'institutrice référente du secteur qui nous a proposé de faire un dossier pour qu'il soit en internat, dans un institut spécialisé. Donc se dire que son enfant, il avait 7 ans à l'époque, aille dans un internat,
je vous laisse imaginer mon état d'esprit. Et en fait, j'ai fait la demande, je me suis dit on verra bien. De toute façon, j'ai toujours fait confiance à la main qu'on avait pu me tendre. Et il a fait 3 semaines d'adaptation, mais en rentrant le week-end, bien sûr. 3 semaines d'adaptation pour voir où il en était psychologiquement. Et il s'avère que suite à ça, il fallait, on va dire, pas l'isoler, mais qu'il y ait une coupure entre le noyau familial et lui, en fait, pour qu'il apprenne à s'épanouir sans nous, en fait. Alors c'est sûr qu'à 7 ans, on a beaucoup de mal à le comprendre. On a beaucoup pleuré, mon mari et moi. Moi, je me souviens de la première fois où je l'ai déposé à l'internat, j'ai fait une crise de spasmophilie le soir même à la maison. Donc si vous connaissez la crise de spasmophilie, c'est très très impressionnant. Hein. Franchement, on n'arrive plus à respirer, on a tout le corps qui tremble, enfin je vous passe tous les détails. Et finalement, on en avait besoin. Ils avaient raison. Comme quoi, il faut faire confiance aux professionnels. C'était très dur au début. Et, ça a duré combien de temps cette période d'isolement d'adaptation, c'était 3 semaines. 3 semaines. Après, il y a eu le Covid qui s'est greffé là-dessus, donc ça a pris un peu de temps. Il a été déscolarisé pendant au moins, je dirais pas 6 mois, mais peut-être pas loin, parce qu'il y a le Covid qui s'est greffé là-dessus, tout ça. Enfin, c'était difficile, donc il a été déscolarisé pas mal de temps. Et puis au final, ils nous ont proposé de faire une rentrée chez eux, donc maintenant ça fait 2 ans et demi, de faire la rentrée chez eux. Et il faut savoir que quand il est rentré là-haut, il ne savait pas lire, il ne savait pas très mal écrire, enfin voilà. Et ça a été long, mais on a réussi. Il sait lire, il sait écrire, il a rattrapé beaucoup de retard. Et là, il a plus qu'environ à peu près 6 mois de retard par rapport à son âge, quoi. Donc c'est bien, c'est chouette, bien. Par rapport à... C'est bien, ouais. Du coup, c'est un institut, donc il y est la semaine en internat et revient les week-ends. Alors pendant 2 ans, il y était du lundi midi au samedi midi. Alors je vous cache pas que c'est très long. Lundi midi, samedi midi. À cet âge-là, en plus, ouais. C'est très très long. On l'a quand même au téléphone régulièrement, mais bon, ça remplace pas. Et là, depuis peu, il a montré qu'il en avait un peu ras-le-bol de l'internat et maintenant on le récupère le vendredi soir. C'est peut-être pas grand-chose, mais ça change beaucoup parce que le week-end est plus long, on a moins besoin de courir. Le samedi, mes 2 enfants ont équitation, donc quand on allait chercher le midi, c'était la course, il fallait manger tout de suite, vite aller à l'équitation. Enfin, tout était fait rapidement et finalement, il n'avait pas besoin de se poser et Léo, il a besoin de se poser, quoi. Donc du coup, ça a changé beaucoup de choses. Ouais, c'est ça, c'est que des fois on a l'impression que c'est pas grand chose, mais ça peut tout changer, quoi. Et c'est bien de pouvoir écouter aussi, du coup, quand il t'a dit que c'était un peu trop et que c'est bien d'avoir pu ralentir. Et surtout que, moi j'ai déjà rencontré Léo et c'est un petit garçon qui est intéressé par des domaines précis, mais très intéressé, quoi. Il vous sort des trucs, c'est assez incroyable, quoi. Même la mémoire qu'il a, je me dis, c'est fou. Donc je pense qu'en plus, quand il est intéressé par quelque chose, finalement, l'attention, il sait la fixer, il sait apprendre, mais à sa manière, en fait. Et c'est juste le milieu scolaire qui ne correspondait pas. En fait, il faut qu'il y voit un intérêt. S'il ne voit pas un intérêt dans l'apprentissage de quelque chose, il ne fera absolument rien. Donc je pense qu'il peut vraiment exceller dans un domaine manuel parce que il adore tout ce qui est manuel et... De toute façon, il ne pourra pas faire sa carrière dans un bureau, c'est pas possible. Mais quand il va trouver sa voie, je me fais aucun souci par rapport à ça. Et du coup, c'est vrai que ça a permis aussi peut-être le fait qu'il soit en internat, donc c'est très dur et je pense que peut-être il y a aussi l'impression d'abandonner son enfant ou de le laisser. Mais on n'en a pas parlé, mais du coup, il y a aussi ta fille. Parce que du coup, Léo prend beaucoup de place, d'énergie, je suppose. Mais il faut du coup laisser la place aussi à Elsa. Comment ça... Il y a Elsa, puis il y a aussi notre couple, quoi, parce que franchement, notre couple, c'était pas terrible. Hein, quand on vivait tous ensemble, on se disputait beaucoup. Mon mari et moi, on se disputait beaucoup par rapport à Léo. On a fait beaucoup, parce qu'il a une très bonne pédopsie à l'hôpital de Reims, Léo. Elle est très bien, elle nous suit depuis des années. Et elle voyait à un moment que notre couple, ça n'allait plus. Et on a fait des rendez-vous, mais que nous 2, sans les enfants. Ah ouais, ok, super. Pour nous aider, nous, dans notre couple,
que fallait que notre couple aille bien pour qu'on s'occupe de nos enfants, quoi, tout simplement, quoi. Donc on a eu peut-être 3-4 rendez-vous juste nous pour nous aider. Et c'est vrai que cette femme, je la remercierai jamais assez, hein, parce que on arrive à se dire des choses en présence d'une tierce personne qu'on n'arriverait pas à dire à la maison, parce qu'à la maison on s'énerve tout de suite, on hausse le ton. Parce qu'à la maison vous êtes pris dans le quotidien, vous n'êtes pas posé, et puis vous êtes pris dans vos schémas. Que quand on est avec une tierce personne, en fait, la personne peut désamorcer les schémas. Que vous, en fait, vous êtes... une fois qu'on a l'habitude d'être avec quelqu'un, avec nos enfants, avec nos conjoints, même certaines fois avec nos parents aussi, hein, c'est ce qu'on appelle un jeu relationnel, et on va faire un match de ping-pong, et on va toujours, en fait, se répondre de la même manière. Ouais, c'est ça. Et donc, il faut qu'il y en ait un des deux qui, à un moment donné, casse ce jeu-là pour établir un nouveau jeu et un nouveau mode de relation. Et c'est ça qui est difficile, déjà, en temps normal avec les enfants, c'est que il faut pas s'oublier soi, et il faut pas oublier le couple, et après il faut pas oublier les enfants et la famille. C'est-à-dire que il faut des moments pour soi toute seule déjà, hein, je pense, se ressourcer pour être bien, des moments au couple tout seul, des moments avec chaque enfant tout seul, et je pense qu'il faut des moments en famille. Et cet équilibre-là, il est pas forcément facile à trouver dans une société où il faut aussi faut travailler, il y a plein de choses aussi à faire, les rythmes de vie qu'on a. Mais il y a des petites choses toutes simples en fait. Des fois, c'est juste une fois que les enfants ils sont au lit, de se dire allez, on prend le temps pour notre couple et on met quelque chose en place à la maison juste pour nous deux. Et puis on échange, on discute et ça fait un temps en couple. Que si les enfants ils vont au lit, chacun se pose sur son activité, ou même si vous posez tous les deux devant le canapé, mais sans se dire tiens c'est un moment pour nous, ça n'a pas le même impact. Mais c'est bien de dire vous oubliez pas vous en tant que femme et n'oubliez pas non plus le couple. Mon mari, lui, il fait du basket le lundi soir, il fait du foot le jeudi soir. C'est comme ça tout le temps et il en a besoin, quoi. C'est ses soupapes. Ouais, c'est pour vraiment évacuer, parce qu'il a aussi énormément de stress à son travail. Ouais. Et c'est vraiment son truc pour évacuer. Et, des fois, il est plus ou moins motivé le lundi soir parce qu'il est un peu fatigué. J'ai pas envie d'aller au basket. J'y si, t'y vas. J'ai dit, tu vas au basket, et je le force à y aller et après il me remercie, quoi. Ouais. Donc non, faut s'aider, quoi. Il faut s'aider, hein. Ouais, puis toi c'est des moments comme toi t'as besoin aussi de moments toute seule, c'est aussi des moments où du coup toi tu vas pouvoir te ressourcer et du coup vous allez être mieux le mardi, le mercredi, le jeudi il retourne à son autre activité, toi tu te ressources aussi, du coup c'est un bon équilibre aussi. Tout à fait. Chacun doit trouver son équilibre. Puis le mardi soir, Elsa va souvent chez les grands-mères, parce que je travaille quand même, va souvent dormir chez les grands-mères, parce qu'elle me les garde mercredi, donc souvent on a le mardi soir juste pour nous deux, c'est notre soirée, quoi. Même si on va pas, des fois on va au restaurant, on va au cinéma, mais pas forcément à chaque fois non plus. C'est notre soirée à tous les deux, quoi, ça fait du bien. Ouais, c'est important de se mettre des moments comme ça. Moi j'avais du mal avant, et des fois maintenant je vais demander à ma belle-sœur de venir les garder, parce que nous on n'a pas notre famille qui est forcément dans le coin, mais ma belle-sœur pour le moment est là. J'en profite parce qu'elle peut déménager. Si tu m'entends, déménage pas. Non, et du coup, elle vient nous les garder de temps en temps aussi une soirée. Et ça fait du bien de se retrouver aussi sans enfants. Il n'y a pas à culpabiliser, c'est normal. Et ça fait du bien à tout le monde, même à nos enfants. Et plus nous, on va être bien, déjà soi, mieux on sera en tant que maman. Et plus notre couple sera équilibré, et plus ce sera facile de vivre le quotidien, en fait. Ouais, carrément, c'est un équilibre, hein, c'est un tout. Hein. Ouais. C'est un tout. Ouais. Je pensais qu'on allait faire un podcast de 20 minutes, mais c'est un sujet tellement passionnant que, écoutez, on va continuer. Vous pourrez mettre pause si vous n'avez plus le temps de l'écouter, et puis vous remettrez play au moment où vous l'arrêtez. Donc on reprend, on continue. Ouais, je pense, je voulais dire un truc qui me paraît important, c'est que je pense qu'avec le recul, hein, c'est facile de dire ça, mais ça fait des années qu'on est là-dedans. Je pense que c'est les enfants qui ont beaucoup à nous apprendre et non l'inverse, en fait, tout simplement. C'est les enfants qui nous font grandir, c'est les enfants qui nous font évoluer, parce qu'on se remet en question et il faut les écouter, tout simplement. Il faut les écouter, il faut comprendre leurs émotions, tout en ayant des règles simples. Il faut quand même qu'il y ait un cadre, parce que s'il n'y a pas de cadre, ils ne se sentent pas en sécurité. Ça, je l'ai bien compris. Ouais. Il faut savoir dire non. On ne peut pas... Léo, pendant des années, j'ai dit oui à tout pour éviter les crises de nerfs. Donc je disais oui à tout. Donc j'ai été critiquée par tout le monde, hein, mais ça, je m'en fous. Mais maintenant, je sais dire non. Et il n'est pas content, mais c'est pas grave. Il va dans sa chambre, il va crier, faire sa colère dans sa chambre. Après, il va se calmer.
Mais ça, c'est des choses qu'on apprend avec l'expérience, quoi, tout simplement. Ouais, mais parce qu'aussi, à un moment donné, c'était tellement intense tout ce que vous viviez, il y avait la fatigue, il y avait tellement de choses que peut-être que c'était plus simple, effectivement, comme tu disais, de dire oui, mais ça t'a pas empêché aujourd'hui de remettre un autre cadre, de réimposer des limites et de dire quand c'est non, quoi. Ouais. J'ai participé à une réunion, parce qu'à son internat, il a des éducateurs, qui sont très bien, franchement, ils sont top, les éducateurs. Et la dernière fois, il a un éducateur référent et une autre dame qui était là aussi, qui est éducatrice. Et elle avait une belle image, en fait, pour expliquer ces enfants différents, entre guillemets. C'est qu'un enfant, c'est comme un funambule, en fait. Il marche sur sa corde, il évolue tout seul, il marche tranquillement. Et parfois, il perd l'équilibre. Et puis, les parents, ils sont là pour lui donner l'équilibre et puis pour continuer à marcher. Ouais, je trouvais ça très bien. Ouais. Puis l'enfant, c'est un être à part entière, donc on peut pas le modeler, on peut pas le moduler, il sera pas comme on veut qu'il soit. C'est un être à part entière, donc je trouve que c'est très bien de les écouter. Et quand on parle d'éducation positive et bienveillante, il faut arrêter aussi de croire qu'on est dans une éducation du oui à tout. Écouter son enfant, ça veut pas dire que c'est un enfant roi. C'est juste comprendre que c'est un être à part entière, qu'il a sa manière de voir les choses, sa manière de penser, d'évoluer. Et en fait, j'aime bien cette image du funambule que tu viens de dire, parce que de toute façon, l'enfant, il n'a pas de notion du temps comme nous, surtout par rapport à l'avenir. Donc lui, il évolue au jour le jour. Et donc, il teste, il expérimente, tout est nouveau. Il ne faut pas oublier que pour un enfant, tout est nouveau. Donc, il expérimente et... il fait une réaction qui sera peut-être pas la même après, qui va peut-être aussi moduler. Et c'est peut-être à nous, comme tu disais, c'est à nous de venir rééquilibrer les choses en disant peut-être que tu peux essayer ci, ça, d'apporter des choses, mais c'est à l'enfant de trouver aussi sa manière d'être, en fait. Faut pas lui dire arrête de pleurer, arrête de faire un caprice, c'est pas ça qu'il faut dire. C'est qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider. Il faut faire un pas vers eux, il faut pas simplement dire non, arrête de faire tes crises. Il faut comprendre pourquoi il fait ses crises. Il faut comprendre que c'est le bazar dans sa tête. Il faut essayer de trouver des solutions pour que ce soit plus clair dans sa petite tête. Moi, je sais que les conseils que tu as pu me donner d'écriture pour décharger ma colère, je les ai donnés à mon fils. Même si l'écriture pour lui c'est encore un petit peu difficile, même s'il a fait beaucoup d'efforts, je lui dis c'est pas grave, tu fais des dessins, tu fais des grands traits, tu fais des trucs d'énervement, tu décharges toute ta colère sur une feuille, après tu la mets à la poubelle. Il faut pas dire non juste pour dire non, en fait, faut trouver des solutions. Ouais. Puis ils ont besoin d'évacuer de toute façon comme nous on en a besoin, et on demande aux enfants aussi beaucoup, je trouve, alors que nous-mêmes adultes on est dans la plupart du temps pas capable de gérer nos propres émotions, quoi. Tu vois, on voudrait qu'un enfant maîtrise ses émotions, alors que déjà avant 7 ans il n'y a pas le cortex préfrontal qui est fait, et puis que ça reste un enfant, alors que nous-mêmes adultes on va s'énerver en un quart de seconde pour un truc, tu vois, et on va lui dire non, toi t'énerves pas, fais pas de crise. Mais non, faut être cohérent à un moment donné. Et je trouve qu'apprendre à gérer nos émotions, nos pensées, prendre plus de temps pour nous, c'est aussi excellent, parce que pour eux ça va leur permettre de leur donner des clés pour plus tard, et puis même pour maintenant, comme tu dis. Et l'écriture c'est génial pour les enfants. Moi je dis aussi, faut pas hésiter à donner aux enfants un coussin de colère, un punching ball. Il y a des enfants qui vont sortir les choses par les cris. Moi ma fille elle est plutôt par les cris. Donc elle a un coussin en fait dans lequel elle peut crier, et puis elle va être très réceptive, tu vois, si tu la chatouilles, que tu commences à chanter, tout ça, tu vas pouvoir prendre son truc. Mon fils lui, pour sortir ses choses, j'ai remarqué, c'est plus dans le mouvement. Donc lui il va plus avoir besoin de déchirer une feuille, de prendre un stylo, de, comme tu disais, gribouiller très fort, ou d'aller taper dans son punching ball. Tu vois, c'est aussi, voilà, comme tu disais, les écouter, les observer, apprendre avec eux et les orienter pour qu'ils fassent par rapport à eux, et pas leur dire c'est comme ça et pas autrement, quoi. Il faut trouver des solutions ensemble, en fait. Faut pas se buter comme l'éducation à l'ancienne, à dire je te mets une fessée si tu fais ci, si tu fais ça, non, faut trouver des solutions ensemble. Bon, j'ai crié aussi, des fessées, mon fils il en a pris aussi, j'ai regretté. On a tout essayé. Faut pas culpabiliser, quoi. Non, t'essayes, tu fais comme... c'est ce que tu dis, toi aussi t'es le funambule sur le fil de l'éducation, et t'apprends au fur et à mesure de l'évolution de tes enfants. T'en as 2, et 2 enfants en plus, c'est 2 évolutions différentes, donc c'est 2... Ma fille est hypersensible également.
quand elle fait une bêtise, mon mari, il a que la regarder avec des gros yeux noirs, elle pleure, quoi. Donc, on a une famille très... voilà, quoi. On s'ennuie pas chez nous. Hein. On s'ennuie pas. Mais ce qui est important, c'est qu'on se retrouve quand même dans des rires, qu'on arrive à évacuer les choses. On vit tout à fond, que ce soit dans la tristesse, dans le drame, dans la joie. On vit tout à fond. Ça, c'est sûr, il n'y a pas de problème. Mais l'important, c'est de vivre. Voilà. Puis de se dire les choses. Ouais. De se dire les choses, je pense que la communication, comme tu disais, dans le couple, mais aussi par rapport à ses enfants, c'est bien. Moi, je sais que des fois, ça m'arrive de crier ou d'avoir des comportements ou de dire des choses que je me dis, mais non, en fait... Et d'aller les voir, en fait, même s'ils ont que 3 et 5 ans, et ils comprendront ce qu'ils comprendront, mais d'aller les voir en leur disant, j'ai réagi comme ça ou j'ai fait ça, mais parce que ça, et oui, j'aurais pu faire autrement, mais pour leur montrer que on fait comme on peut aussi, quoi. Ah oui, il faut leur montrer que nous, on n'est pas parfaits non plus et qu'on est capable de se remettre en question. Faut aussi savoir s'excuser auprès de ses enfants. Des fois, moi, il y a des moments où je me suis rendu compte que je suis allée trop loin et j'ai su m'excuser auprès de mes enfants. C'est pas du tout un acte de faiblesse, au contraire. Comme ça, ils comprennent qu'on les comprend. Donc non, c'est dans les deux sens, le respect, de toute façon. Ouais, je pense que c'est ça. Et du coup, c'est vrai que chaque enfant étant différent, de toute façon, chaque personne est différente. Et donc, faut jongler. Comment tu vois l'avenir, toi, du coup, par rapport à Léo, à son... Je m'en suis beaucoup préoccupée ces dernières années de son avenir. J'ai beaucoup pensé. Et en fait, j'ai arrêté. Bon, même si... J'y pense encore un petit peu quand même, mais je m'efforce d'arrêter et je vis un peu au jour le jour en fait. Parce que si tu vis dans le passé, c'est pas terrible. Si tu vis dans le futur, tu te poses beaucoup de questions, c'est pas terrible non plus. Donc j'essaye de vivre chaque jour à fond, de pas me poser trop de questions et je lui fais confiance. Je lui fais confiance et je pense qu'il s'en sortira de toute façon parce qu'il est très intelligent malgré tout. Et on sera toujours là, ses parents, pour le soutenir dans tout ce qu'il voudra faire. Mais faut pas trop se poser de questions sur l'avenir, mais pas que pour les enfants différents. C'est un état d'esprit. C'est pour tout le monde, je pense. Plus on va être centré dans le présent et mieux on va vivre. Parce que le futur est souvent source d'anxiété, d'inquiétude, de préoccupation. Et on pense. Et le passé, c'est souvent source de regrets, de remords ou d'ancrage dans un schéma. Ah, ben là, c'était bien. Mais puis maintenant, donc les deux sont anxiogènes en fait. Le mieux, c'est comme tu dis, de vivre chaque jour intensément, de vivre chaque jour comme il vient. Alors bien sûr, l'avenir, c'est bien d'avoir une vision globale de comment on aimerait vivre les choses, de se dire dans 3 ans, dans 1 an, mais surtout toujours se recentrer sur le présent pour bien vivre les choses, être moins anxieux aussi, plus serein. Et puis tu verras comment vont se passer le collège, le lycée, s'il va au lycée ou s'il fait d'ailleurs un CAP. Après, c'est... Tout le monde a sa place, de toute façon, dans la société. Lui, il est juste différent dans sa manière d'être au niveau de l'attention, de l'activité, de la sensibilité. Il y en fera une force pour créer quelque chose. Et puis, il y a tellement de nouveaux métiers, en plus, tu sais, qui se créent. On est vraiment dans un truc où tout est en train de bouger, toutes les lignes, Tu vois déjà même la structure du salariat, du CDI, on voit beaucoup de boîtes maintenant qui se montent en start-up, de jeunes qui bossent pour 3 boîtes parce qu'ils sont en freelance, des métiers qui se créent parce que la personne, elle est comme ça, elle a envie de rester comme ça, donc elle crée un métier par rapport à son truc. Hier, on a eu notre première rencontre du club des business girls de Reims qu'on a créé avec Alice, et il y a une femme, elle me disait, dans sa boîte où elle bossait avant, il y avait une nana, elle était spécialisée, comment ça s'appelle ? Elle était spécialisée dans l'entente. Tu vois, moi je me dis, c'est quoi ça, ce métier ? En fait, spécialisée dans l'entente, elle va dans toutes les entreprises où il y a un conflit. Ah ouais. Et elle règle le conflit. Ah, c'est bien ça. Voilà, elle est spécialiste de l'entente. Mais tu vois, je me dis... Au moins c'est positif, c'est pas le conflit. Ouais, tu vois. non. C'est positif. Ouais, dans le terme et puis dans ce que tu viens faire. Et je me dis, il y a plein de métiers qui se créent, donc les opportunités, il y en aura. Ouais, non, je me fais pas trop de soucis. Donc du coup, on est sur... c'est plus on accepte... plus on accueille les choses, je pense, peut-être qu'on peut dire. Je sais pas, comment tu veux résumer ? Qu'est-ce que tu veux... Je pense qu'il faut savoir les écouter, parce que si on n'écoute pas nos enfants, si on reste notre tête sur... si on reste sur notre smartphone, parce que maintenant c'est ça, si on est sur notre smartphone pendant que nos enfants ils sont en train de parler, si on les écoute pas maintenant,
ils auront plus envie de nous parler, nos enfants, tout simplement. Donc je pense que c'est important dès tout petit d'écouter ce qu'ils ont à nous raconter sur l'école, leurs ressentis, leurs besoins, n'importe quoi surtout, sur la vie. C'est maintenant qu'il faut les écouter. Parce que même si ça nous paraît des petites choses par rapport à nous, c'est leur vie à eux, c'est leur petite vie à eux, et c'est très important. Il faut y accorder de l'importance. Sinon, plus tard, ils nous parleront plus, quoi. Ouais, et puis quand on aura besoin à l'adolescence qu'ils nous parlent, ils voudront déjà qu'à l'adolescence ils parlent pas forcément, donc en plus oui ça peut créer des enfants qui parlent plus. En plus ça va être des enfants qui vont pouvoir aussi se dire on m'écoute pas donc j'ai pas d'importance, j'ai pas d'intérêt, de la dévalorisation, de la baisse d'estime et de confiance en soi. Et puis moi je pense que je reviens un peu sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est aussi les écouter. Couper un peu, voilà. Moi, j'ai appris à mettre mon téléphone en mode avion, par exemple, ou dans une autre pièce quand je suis avec mes enfants, pour vraiment pas avoir de distraction, profiter d'eux. Et je trouve que ils ont beaucoup à nous apprendre sur le fait de lâcher prise, de vivre sa vie comme on a envie, de pas se poser de questions, d'être dans le présent. L'autre jour, j'avais un enfant en séance et elle s'est cassé le bras au ski, tout le bras droit, et elle est droitière. Et tout de suite, moi je me dis comment elle fait à l'école, donc je pose quelques questions à sa maman. Tout de suite on se dit mais mince, elle est droitière, elle va pas pouvoir écrire à l'école, elle va pas pouvoir jouer, elle va devoir. Et en fait la petite, elle me dit je prends ma main gauche. Mais tout naturellement en fait, je peux pas prendre la droite, je prends la gauche quoi. Et nous on se bloque et on n'essaierait même pas en fait. Donc je pense que ils ont beaucoup à nous apprendre. Peut-être qu'on peut terminer là-dessus si tu veux ajouter un truc. On a fait un podcast hyper long. Non, je pense que c'est pas mal. Ouais. Et on va se laisser là-dessus. J'espère que ce sujet vous aura plu, vous aura permis de déculpabiliser aussi, de vous accorder d'être vraiment vous dans tous les rôles de votre vie, y compris dans celui d'être maman. Je pense que s'il y a qu'une chose à retenir, c'est écouter votre cœur. Vraiment, écoutez votre cœur. Vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez ce qui est bon pour votre enfant. Élise l'a aussi bien dit. N'hésitez pas à aller demander de l'aide aussi, de l'accompagnement et à prendre les mains tendues comme tu disais. Peut-être que comme l'internat on te l'a proposé tout de suite, c'est waouh, c'est dur, mais en même temps peut-être qu'on le propose et que c'est la solution, alors on essaye et puis on verra bien. Je trouve que peut-être on peut vraiment terminer là-dessus en se disant on essaye, on expérimente et on voit ce que ça donne. Et si c'est bon, on le garde, et si c'est pas bon, on fera autre chose quoi. C'est ça. Voilà. Donc prenez bien soin de vous, de votre famille, de vos enfants. Et on se retrouve très vite dans un prochain épisode. Et vraiment, essayez autant que possible de vous mettre, d'être dans le présent. Et d'être pleinement avec vos enfants, parce qu'ils ont vraiment beaucoup de choses à nous apprendre. Et que nous, ça nous ferait du bien parfois de nous retrouver aussi en tant qu'enfants, de nous lâcher la grappe, d'arrêter de penser et de juste vivre les choses comme elles viennent. Et on verra ce que ça donne en fait. Et souvent, ça donne des super trucs, en fait. Donc voilà, j'ai beaucoup dit en fait. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, peu importe. On se retrouve très vite. N'hésitez pas à me dire sur les réseaux, en commentaire, en message privé, ce que vous avez pensé de ce podcast. Partagez-le si vous pensez que ça peut aider des femmes, des mamans, des enfants. Voilà, et je vous souhaite une magnifique journée, soirée, peu importe. Je vous fais des bisous. Ciao!